Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au sujet de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité énergétique. On est en présence aujourd'hui de notre expert d'Amétis, qui sont membres du réseau Horace, et qui vont donc nous donner des clés pour comprendre comment la data en fait permet d'accroître la performance industrielle de façon exponentielle. Et au programme de cette intervention, nous aurons les data et leurs limites, du big data au smart data, décarboner votre industrie en modélisant votre usine via la théorie des Lego, et enfin une petite démonstration avec un cas d'usage en industrie. Donc je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants, Geoffrey Roverdio et Sébastien Papoin de Damétis. Bonjour à tous et merci Marion pour l'introduction. Je suis Geoffrey Roverdio et accompagné de Sébastien Papoin, nous allons essayer aujourd'hui de répondre à cette question en vogue: comment vos data sont en mesure d'accroître votre performance industrielle? Donc notre présentation sera segmentée en 4 parties, comme l'a dit Marion. La première, nous ferons un panorama de nos observations et de l'utilisation de la data dans l'industrie aujourd'hui. Puis nous présenterons ce que nous considérons être son véritable potentiel et comment l'exploiter. En seconde partie, nous vous présenterons le concept que nous avons développé pour répondre à la question de la data au service de la performance. Enfin, un exemple concret vous sera présenté en temps réel par Sébastien via notre plateforme logicielle. Et enfin, nous prendrons quelques minutes pour vous présenter notre entreprise et ce qui nous caractérise. Alors aujourd'hui, comment la data est-elle traitée? Sujet intéressant. Pour commencer, on va vraiment s'attarder sur ce que nous observons aujourd'hui concernant justement ce traitement dans l'industrie. On constate déjà qu'il y a beaucoup de mesures et de données qui sont disponibles sur vos sites industriels et que la tendance est plutôt haussière. En revanche, malgré cette omniprésence de la mesure, 75% des usines ne centralisent pas ces données. Donc en fait, il y a des automates par-ci, des compteurs et des capteurs par-là. Et quand il y a une supervision, donc un système qui collecte les données, elle concerne majoritairement la gestion de la fabrication. Donc on se retrouve à avoir quand même un niveau de mesure et de captage des données intéressant. Dans 25% des cas, donc l'autre partie un peu plus minimisée, les usines rapatrient leurs données dans un logiciel de contrôle, notamment de type SCADA, voire se munissent d'un data lake entreprise. Donc on voit bien que la data est déjà omniprésente finalement dans l'outil industriel, comme elle l'est dans le personnel. Et c'est là en fait que la data est indispensable au pilotage d'une usine. Mais si on revient finalement au sujet du jour, on s'aperçoit que ces outils, en fait, ils n'ont pas vraiment la capacité à exploiter cette data dans une démarche spécifique d'amélioration de la performance. Autre élément intéressant aussi, c'est cette remise en cause de la data par les utilisateurs eux-mêmes qui en sont dépendants. On a eu des cas où ils révélaient que la plupart du temps, ils avaient des problèmes de fiabilité ou plus vulgairement des données non exploitables. Et là, on a des exemples un peu concrets. Donc, par exemple, l'obligation de passer par du relevé manuel qui rend cette information quasi inutile. On a aussi des cas où un capteur placé au mauvais endroit ou mal étalonné va remonter une information impertinente. Parfois même l'absence d'historisation ou un pas de mesure va être inadapté et rend cette donnée inutile. Donc voilà, on fait très souvent face à une sorte de fatalisme vis-à-vis de cette data. Trop souvent, on entend ce capteur est faux, cette mesure est incorrecte. Il est presque attendu finalement qu'une installation donne des mesures incorrectes après 2 ans de fonctionnement. Cela dit, on retrouve malgré tout une bonne dynamique d'utilisation des données existantes quand les utilisateurs y sont sensibilisés. Par exemple, lorsqu'il y a une GTC ou des supervisions assimilées, les opérateurs, notamment les responsables techniques, ils ont le bon réflexe d'exploiter ces données dans le cadre d'un suivi opérationnel de l'installation. En revanche, dans 90% des cas, ce suivi est fait partiellement, soit par manque de temps, comme on le voit souvent, soit de ressources humaines qui ne sont pas disponibles, ou même de compétences limitées pour faire ce bon suivi. On voit d'ailleurs très souvent des systèmes avec plus de 100 alarmes non acquittées, que ce soit lié à un défaut, une dérive, un dépassement de seuil. Et on a aussi observé que le reporting qui est mis en place est exploité en moyenne pendant 3 mois et petit à petit est délaissé lorsqu'il n'y a pas justement une démarche en fond qui va être claire pour assister ce système de reporting corporate.
Et ça, c'est souvent lié à ce qu'on rencontre, la distanciation des métiers dans l'entreprise et aussi à la dissociation des enjeux entre acteurs. Chacun va exploiter en fait, ses données avec son propre outil, pour son propre compte, mais rien n'est vraiment mutualisé, alors que la complémentarité des données, c'est ce qu'on souhaite avoir et c'est ce qui est le plus important. En conclusion, on remarque du coup que les industriels ont généralement beaucoup de données, mais qui varient selon l'hétérogénéité de leur matériel et des outils qu'ils ont sur site pour les exploiter. Et c'est très clairement en fait, l'enjeu d'aujourd'hui qu'on souhaite adresser, c'est comment faire pour valoriser cette manne d'informations. Un petit souci technique, désolé. En fait, le concept qu'on voulait voir juste après, c'était que dans la grande majorité des lignes, il y a beaucoup de données finalement, et que en fait, c'est un concept qui s'appelle le big data. Et c'est ce qui fait référence en fait, à une accumulation toujours croissante de données et de sources de données. Donc normalement, sur la diapo, vous auriez dû voir cette interaction entre les multisources qu'on retrouve notamment dans une industrie, dans une usine, que ce soit une GTC, un SCADA, un MES, des automates qui sont isolés ou raccordés à un outil. On a aussi des compteurs et des capteurs. Et pour autant, finalement, quand on regarde vers l'avenir, on voit qu'acquérir de l'information va devenir de plus en plus simple et que tous les nouveaux équipements sont dotés de capacités de communication. Donc il n'y a plus vraiment de contraintes technologiques à s'approprier ces multitudes de données. Cependant, comme le titre de la diapo l'indique, ce concept de big data est limité. Donc, quelle est cette limite finalement du big data? On fait un test assez simple. Les questions que vous voyez finalement s'afficher autour du schéma, si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, ça signifie que vos données ont besoin d'être contextualisées pour les exploiter. Donc, on pourrait en citer quelques-unes. Par exemple, déjà, quel outil est capable de faire quoi en fait, au sein de votre architecture, réseau et votre fibre industrielle? Quel outil fait quoi? Et humainement, qui fait quoi au travers de ces outils? Est-ce qu'ils sont fiables les uns avec les autres? Qui est-ce qui les contrôle? Si un jour il faut quand même les mettre à jour. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre vos outils pour essayer de mutualiser justement les approches et croiser des données? Est-ce que même de base, est-ce que tout est nécessaire finalement dans le cadre d'une démarche, là en l'occurrence de performance industrielle? Combien ça vous coûte en temps et en argent? Enfin, ces questions, c'est vrai que si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, c'est qu'il y a un manque en fait, et c'est ce qu'on appelle un peu la limite des big data. Donc les deux problématiques qu'on va quand même mettre en avant sur ce phénomène qui est en vogue aujourd'hui du big data, c'est quasiment tous les outils conventionnels de type GTC, supervision, ils ne sont pas pensés justement pour gérer autant de données, ce qui va rendre vraiment leur exploitation très difficile. Et justement, gérer ces données, ce n'est pas justement se contenter de relever, de stocker l'information, mais d'en faire quelque chose d'utile. Et c'est là en fait où ces outils dits de big data sont actuellement vraiment trop hermétiques et très techniques, ce qui va nécessiter des compétences rares, que ce soit en data analyse, que sur l'analyse, là cette fois-ci métier, pour donner du sens aux données et aux analyses. Toujours dans le concept, dans cette démarche de performance industrielle, c'est-à-dire qu'il faut s'accaparer beaucoup d'analyse du temps si on n'a pas l'outil adapté. Donc si on pousse en fait ce besoin de contextualisation qu'on disait être la faille du big data, on va se poser d'autres questions. C'est, admettons, sur votre usine, est-ce qu'une utilité ou un process est performant? Par rapport à quoi? Est-ce que vos données sont qualitatives? Est-ce que le système d'adressage de vos données est à jour? À quoi correspond ne serait-ce chaque donnée dans leur individualité? Et est-ce que ces analyses que vous en tirez s'adaptent en fait à vos spécificités terrain? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que 90% de vous, industriels, ne pouvez pas y répondre ou pas à toutes les questions. Et pourtant, ce sont pourtant des données et les technologies le permettent d'y répondre aujourd'hui. Notamment au travers d'un projet de digitalisation qui va intégrer cette fois-ci un management qu'on appelle intelligent de l'énergie.
et cette fois possible, soit à l'échelle d'un site ou d'un groupe industriel multisite. Donc, nous, on va dire que ce qu'on pense de ce phénomène, c'est que la réponse va résider justement dans cette capacité à donner un sens à chaque donnée, et ce, finalement, indépendamment des spécificités de chaque site. C'est-à-dire qu'il faut simplifier chaque donnée dans un référentiel commun. Et ce référentiel, c'est un peu le bloc et le socle nécessaire pour pouvoir intégrer des règles métiers qui existent déjà, hein, finalement, vu que vous avez, vous, votre propre métier de pilote, nous, on a notre métier d'expert énergie. Mais cette fois-ci, de les intégrer dans une logique plus globale et qu'on va pouvoir standardiser. Et là, c'est là ce qu'on appelle plutôt en fait, les smart data, des données exploitables comparativement à du big data. On en vient justement à un autre concept qui est le lien direct avec la question du jour. Si on devait solutionner la data, par quels moyens? Donc le nôtre, c'est cette standardisation de la modélisation énergétique d'une usine. Et comment elle fonctionne, cette contextualisation des données et des règles métiers. On va revenir juste un instant quand même sur ce terme contextualisé, qui est central vraiment pour comprendre ce qu'est la smart data et comment fonctionne le concept. Donc en fait, contextualiser la data, c'est quoi? C'est lui donner plus de sens qu'elle n'en a en étant seule et isolée sur son périmètre métier. En fait, c'est ce qui conditionne l'information qu'affiche la donnée. On va prendre un exemple plus concret pour vulgariser un peu la théorie. C'est l'énergie consommée par une centrale d'air comprimé. C'est une seule donnée, une seule mesure qui a un niveau d'information assez limité, même si c'est une donnée utile. Donc, contextualiser cette donnée, ce serait lui attribuer des règles métiers, préciser les interactions qu'elle a avec d'autres données et fournir à l'utilisateur les informations qualitatives par rapport à la valeur affichée. Donc, si on continue sur l'exemple de la centrale d'air comprimé, ça serait contextualiser sa donnée de consommation d'énergie, par exemple, en l'associant à d'autres facteurs influents qui l'influencent, ne serait-ce que la consigne des machines et leurs caractéristiques techniques, la demande en aval, qui est par exemple les lignes de production qui nécessitent cette utilité, par les conditions climatiques, même la qualité peut-être de l'énergie qui l'approvisionne, l'état physique et mécanique d'équipement. Tout ça vient en fait s'intégrer dans l'explication de la variable initiale qu'on souhaite justement contextualiser et développer. Alors, on peut même aller plus loin. C'est là où on va parler de contextualiser une donnée, non pas par rapport à un environnement physique, mais par rapport à du matériel et aussi par rapport à un état de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les data, c'est relativement lié à des périodes de temps. Le but étant, finalement, d'essayer de corréler ces données plutôt à des états de fonctionnement. Par exemple, un batch de production peut avoir une influence sur l'énergie consommée. Un exemple tout simple, si une ligne de production va fabriquer un jour sur l'autre des yaourts au chocolat et l'autre jour des yaourts à la fraise, est-ce que finalement ce batch, donc cet état de fonctionnement, a un impact sur l'énergie consommée? Et c'est bien là qu'on voit en fait l'importance de l'expertise métier pour identifier ces corrélations et ces causalités. Donc, le but étant de ne pas faire une liste non plus infinie, mais justement d'identifier les plus pertinentes. Et c'est un peu dans cet esprit que, pour aller vers la simplicité, on a pensé à la théorie des Legos. Donc, en fait, cette théorie, pour la simplifier, c'est de donner, si on prenait ces Legos et qu'on voulait donner à vous, chaque personne en fait, présente à ce webinaire, le même jeu de Lego avec les mêmes blocs, on est certain en fait, que personne ne réaliserait le même assemblage de blocs. Pourtant, vous partez tous des mêmes pièces, mais vous avez tous envie de faire différemment. Et en fait, pour la performance industrielle, c'est absolument la même chose. Vous n'avez pas deux usines similaires dans le monde. Chacune aura ses spécificités et son histoire. Mais pourtant, voilà, elles sont toutes composées des mêmes blocs ou mêmes éléments. Et c'est ce qu'on appelle, nous, des blocs élémentaires. Si on prend un exemple à nouveau plus concret, une pompe de 30 kW qui va faire circuler de l'eau sur une colonne de 25 mètres, ce sera la même entre deux usines parce qu'elles auront les mêmes équipements et les mêmes caractéristiques. Et c'est vrai pour un compresseur, ça va être vrai pour un groupe froid, pour tout finalement. Et c'est ça en fait, c'est l'objectif, c'est de définir ces blocs standards et les règles en fait métiers qui vont leur être associées. Et ces règles métiers, pour généraliser, c'est les entrants, les sortants, on peut penser aux pertes aussi, qu'il va falloir finalement caractériser en continu.
Excusez-moi, j'avais passé la diapo sans le vouloir. Donc ces schémas blocs, pardon. Donc pour parler un peu du schéma, parce que je parlais beaucoup de la théorie, mais le schéma représente finalement ce concept. Donc le but, c'est vraiment d'associer des blocs entre eux quand on les a créés en individualité. Et quand on a cette agglomération de blocs, donc ces schémas blocs, on va pouvoir modéliser facilement des flux très complexes en liant par exemple des sources d'énergie avec des matériaux entrants, des utilités qui alimentent des lignes de production, etc. Donc en fait, en constituant votre usine en termes de blocs et en les reliant logiquement, on est en mesure de modéliser entièrement une usine. Donc la différenciation qu'on vous propose, nous, au travers de ce concept, vient d'ici, la théorie des Legos. Une donnée ne veut absolument rien dire si on ne sait pas à quoi elle correspond. C'est un théorème basique, mais c'est absolument le sujet du jour. Et il faut un modèle commun de spécification de cette data qui doit être aussi conçu par des experts métiers. Si on reprend un petit peu les valeurs ajoutées et les avantages de cette approche, on pourrait penser déjà de comparer des blocs similaires d'une usine à une autre, donc comme on a vu tout à l'heure, même d'identifier des dérives au travers de la modélisation. C'est ce qu'on retrouve derrière le principe finalement du jumeau numérique. On pourrait aussi penser à optimiser ces blocs par rapport à ce qui serait dans l'optimum capable de fournir. Donc là, ce serait, on pense aux meilleures techniques disponibles, avec l'usine idéale. On a plusieurs méthodologies pour simuler des blocs par rapport à une période, pour avoir une référence réelle et partir soit sur l'optimum ou de l'idéal. Donc en fait, pour conclure sur cette théorie, ce concept, c'est qu'on pense qu'il est vraiment central dans l'évolution de la big data vers cette smart data pour simplifier les analyses le plus possible. Maintenant, à quoi ça ressemble cette solution? Donc, puisqu'il s'agit d'acquérir quand même des données, mais surtout de les contextualiser, la solution la plus optimale aujourd'hui, ça reste l'Energy Management System, qu'on va appeler simplement l'EMS. Et si on prend par exemple l'exemple de notre solution d'Ametis, vous pouvez tout de suite voir l'intégration dans l'architecture réseau d'une usine. C'est assez simple, elle ne va pas supplanter l'outil existant, elle s'intègre simplement dans l'environnement numérique en faisant de l'acquisition de données. Elle ne va pas agir sur les systèmes. Et c'est vraiment simple, il suffit de bien connaître les protocoles industriels, ne serait-ce que les adresses des équipements et l'étape d'échange, qui vont justement intégrer l'adressage des données dans chaque équipement. Mais franchement, on se retrouve très rarement dans des cas où il y a des configurations où on n'a pas ces informations. Dans quelques cas, forcément, il reste peut-être à se rapprocher d'un automaticien, si même il n'est pas présent au sein de l'entreprise, pour obtenir des tables d'échange. Mais sinon, ça reste très simple et facile. Donc, on a vu le concept, mais comment on l'applique au quotidien. Donc, on a identifié pour ça 4 étapes. La première, c'est vraiment cartographier. Et là, c'est représenté par des experts métiers. Donc, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle. C'est l'humain et une méthodologie. Les experts métiers qui vont être là pour auditer et définir les fameux blocs du Lego représentant votre usine ou vos usines. Il faut aussi auditer la partie instrumentation et réseau pour bien s'assurer que la qualité des données soit la meilleure possible et la plus cohérente. Et on l'a déjà dit aussi, il y a souvent plus de données que pas assez. Donc on pourrait vous épauler d'un expert en instrumentation pour peut-être reformuler votre plan de mesurage et l'échelonner dans le temps selon ce que vous souhaitez vous disposer comme données. La deuxième étape, c'est d'enrichir. Donc c'est plutôt la passerelle entre le fameux big data au smart data, et c'est cette étape de contextualisation de la donnée. On est encore sur de l'humain. C'est toute la partie d'interfaçage entre ces données et le modèle Lego de l'usine. Et c'est là aussi on va pouvoir faire de la customisation par rapport à des besoins spécifiques, ne serait-ce que définir des KPI spécifiques, créer des alarmes selon des équations multi-critères, structurer un reporting intelligent, créer des synoptiques que vous souhaitez superviser en temps réel, définir des droits des users. En fait, c'est vraiment cette phase qu'on fait un premier run de la solution où là, un accompagnement sous sera fait de façon augmentée sur une durée
pour vraiment s'assurer du bon fonctionnement et du bon calibrage des règles métiers, qui derrière, on va le voir tout de suite, doivent être autonomisées. En fait, c'est là qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est mettre à disposition des utilisateurs un premier niveau d'analyse qu'on appelle systémique. Si on veut être plus concret, dans notre cas, c'est simplement en fait, automatiser tout ce qui peut être fait par un ordinateur. Donc suivre en temps réel les KPI qu'on a préalablement conçus et les intégrer à un reporting intelligent. L'autre étape qui est clé finalement dans ce qu'on souhaite tirer d'un EMS, c'est détecter les dérives et aussi proposer les actions correctives associées. Sous forme de projet, c'est ce qu'on fait en l'occurrence dans notre solution, là pour améliorer concrètement la performance et la maintenir dans le temps. L'autre étape, on avait vu de pouvoir comparer votre bloc avec son optimum ou son idéal, c'est pareil, c'est benchmarker votre usine dans son ensemble, ou même définir des guidelines si vous avez plusieurs sites pour définir un potentiel d'optimisation et l'échelonner. Il y a cette phase aussi de structurer plutôt une comptabilité, c'est un peu en vogue aussi, une comptabilité carbone en générant des rapports automatiques. Donc c'est plutôt du type bilan carbone sur une usine, sur une utilité, sur un produit fini. Enfin, mettre à jour cette comptabilité carbone en temps réel. Et un point fondamental qui vient justement être permis par l'intelligence artificielle, c'est le maintien en condition opérationnelle. C'est un constat en fait, qui peut être fait dans les solutions que nous voyons chez les industriels. C'est que en fait, le logiciel, il reflète la réalité de l'usine, mais au jour de la configuration. Donc forcément, le logiciel est mis en œuvre à une période donnée, ça marche bien au début. Or, finalement, l'usine va évoluer constamment. Ne serait-ce qu'un automaticien qui va passer et peut-être changer une table d'échange, parce qu'il va rendre l'acquisition de la data complètement caduque. On a aussi le responsable maintenance, parfois, qui va faire du bouclage de réseau, car il n'a pas assez de puissance. Et là, en fait, on change le calcul de la performance et de l'analyse d'une utilité, parce qu'on a changé la logique matérielle derrière et cette contextualisation de la donnée. Et c'est là que les règles métiers vont intervenir pour détecter ces anomalies en temps réel. Donc, c'est les anomalies soit de configuration qui vont alerter le site ou alors, si on vous supervise, qui vont alerter nos ingénieurs pour faire les modifications adaptées le plus vite possible. Il faut que le logiciel en fait, reflète toujours la réalité de votre usine. Donc tout ça, en fait, pourquoi ces trois étapes, etc. C'est finalement concrétiser les analyses détectées et les développer en projet réel. Donc c'est la dernière phase qui fait revenir ces fameux experts, soit de manière ponctuelle ou soit par récurrence. Le but étant vraiment d'exploiter au maximum le système de management des énergies. Ils vont notamment en fait, vérifier ces données, les analyses, les consolider et les hiérarchiser pour nous permettre de mettre derrière intelligemment en œuvre les actions d'amélioration. Ils vont souvent définir, par exemple, des guidelines, un schéma directeur, si on associe plusieurs projets d'optimisation. Le but, vraiment, c'est de s'appuyer de données concrètes pour vous proposer un plan d'action cohérent. Et après, finalement, c'est d'exécuter ces actions. Donc, on peut parler de correction d'anomalies, de grands projets aussi, avec comme objectif général de faciliter et de fluidifier le travail des personnes sur site. Vous n'avez peut-être pas le temps pour le faire, le but c'est de vous faciliter ces étapes et de pérenniser les projets en validant la performance dans le temps par rapport aux objectifs qu'on se sera fixés. Donc c'est aussi ça, c'est suivre le schéma directeur qu'on aura conçu, le garantir et le pérenniser. Donc on a vu que la solution maintenant pour passer du big data au smart data, c'est se doter d'un EMS. Et avant de passer à l'étude de cas de Sébastien, on va revenir synthétiquement sur les prérequis et les bénéfices directs et aussi ceux indirects d'avoir un EMS dans votre environnement industriel. Donc les prérequis sont toujours au cas par cas, mais il faut garder vraiment à l'esprit que finalement l'EMS va être défini à 100% par la qualité de votre instrumentation et de la donnée. Donc la donnée est une résultante de votre instrumentation. C'est là que en fait, le plan de mesurage va être souvent indispensable, puisqu'il va déterminer in fine ces fameuses données qui vont alimenter l'EMS. Donc voilà, on parlait de se doter d'un outil, mais c'est aussi se doter d'énergéticiens, comme on l'a vu tout à l'heure, sur quand même 3 phases sur 4. Maintenant, concernant les bénéfices, ils sont assez nombreux et relatifs notamment à vos enjeux propres.
C'est pourquoi on va en lister quelques-uns qu'on estime les plus intéressants. Donc, stratégiquement, déjà, l'EMS permet de vous inscrire, vous, concrètement, dans une démarche d'amélioration de votre performance. On parle aussi d'une démarche de décarbonation, enfin de tout type. C'est vraiment de concrétiser déjà vos objectifs. Les sujets d'impact énergétique et environnementaux, on l'a vu, on le voit, ils sont de plus en plus centraux dans la relation soit client-fournisseur, soit vous-même avec vos partenaires. Ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est là qu'au travers de l'EMS, vous pouvez, par exemple, constituer un bilan carbone qui va être détaillé par produit, à destination plutôt justement de vos clients. Vous pourrez même envisager d'anticiper certaines réglementations. Là, pareil, c'est quoi? C'est l'EMS va pouvoir définir un éco-score sur différents niveaux, un éco-score sur vos utilités, mais surtout sur vos produits, donc cette petite étiquette énergie, ce qui va permettre d'anticiper, par exemple, la taxe carbone qu'on voit venir assez vite. Et enfin, simplement, vu que c'est en vogue aussi aujourd'hui, le décret tertiaire vous faciliter sa mise en conformité. Enfin, un autre intérêt de l'EMS, c'est le support de l'ISO 50001. Donc tout ce qui est sujet de revue énergétique, suivi des projets aussi d'amélioration, et la partie validation des économies, tout ça, en fait, c'est déjà intégré à l'EMS qui est vraiment natif déjà dans son rôle de superviser, par exemple, un contrat de performance énergétique. Donc, c'est permis et ça facilite aussi la vérification de l'audit de l'ISO. L'exploitation, finalement, d'un EMS va se traduire évidemment par des gains économiques sur votre facture. Mais pas que. Voilà, c'est aussi ça l'autre intérêt qu'on a voulu dissocier de la partie stratégique. C'est plus subtil quand on aborde la performance industrielle. On va venir toucher à des notions de temps de production, d'amélioration du rendement d'un outil, soit par réduction des pertes, soit par de la réduction de la non-qualité. C'est là où on va parler par exemple de fiabiliser et d'optimiser les temps de lavage des NEP. Donc dans ces cas, en fait, on ne cible pas vraiment une économie d'énergie, mais plutôt un gain financier en exploitant cette data, vos données sur d'autres thématiques. Donc la conséquence directe, c'est plutôt un accroissement de votre compétitivité et une meilleure utilisation de l'outil à disposition, l'exploiter sur d'autres sujets. Donner en fait une autre valeur à la data qui vous intéresse vous. Donc de la même manière, en fait, en tant par exemple, que directeur industriel, vous aurez des éléments complémentaires pour avoir une visibilité accrue sur par exemple, un coût de revient de chaque produit, ou même dimensionner une nouvelle ligne de production. Vous saurez combien ça vous coûte et combien ça vous fait gagner directement via le concept de bloc qu'on a revu. Et après, voilà, ça va globalement dans une meilleure maîtrise de vos marges et du calcul de votre coût de revient par produit. Donc, je laisse maintenant en fait, la main à Sébastien Papoin qui va traduire concrètement ce que je viens de vous présenter au travers de notre solution logicielle EMS. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour illustrer la présentation de Geoffrey, je vais vous présenter une étude de cas appliquée à l'air comprimé au travers de la plateforme d'Ametis. Alors, je vais partager mon écran. Voyez-vous mon écran? Non, pas encore, Sébastien. Ça, c'est la technique et moi, ça. Maintenant, ça doit être bon. Oui, c'est tout bon. Merci. Donc, effectivement, pour illustrer les propos de Geoffrey, je vais vous présenter dans un premier temps comment est gérée la data actuellement dans la plupart des systèmes. Ensuite, comment Dametis gère la data donc, au travers des schémas blocs, comme a pu l'évoquer Geoffrey. Que fait-on de la donnée et comment maximiser la valeur de cette donnée? Voilà, donc au travers de notre logiciel, on arrive tout de suite sur la page d'accueil qui est personnalisable. Et déjà, on a déjà des informations intéressantes et pertinentes ici, notamment, ici, on est plutôt sur une page d'accueil, je dirais, soit d'un directeur industriel, un directeur d'usine qui veut savoir
quelles sont les valeurs énergétiques de son site. Et donc, il voit que, eh bien, il est à 400 kWh de la tonne de produit fini, ce qui est une indication intéressante, ce qui est un chiffre intéressant, mais encore une fois, ce chiffre doit être contextualisé. Et 400 kWh par tonne de produit fini, eh bien, la question est-ce que son usine est performante, ou est-ce que son usine est moyennement performante, ou est-ce que son usine est faiblement performante? Eh bien, c'est le second, je dirais, indicateur ici, l'efficacité énergétique de notre installation. Eh bien, on est capable donc de la mesurer et lui donner un score. Et actuellement, par exemple, les 400 kWh par tonne de produit fini, eh bien, ça représente 72%, une performance de 72%, sachant que la cible de notre usine, elle est à 85%. Et cette cible, ce n'est pas une cible fixée, je dirais, aléatoirement ou selon je dirais, les historiques de fonctionnement de notre usine, mais c'est bien une cible, je dirais, mouvante qui va dépendre des différents facteurs d'influence de la performance énergétique de notre usine, en passant par les conditions climatiques, en passant par le mode de fonctionnement de mon usine. Est-ce que je suis en 3.8, en 2.8, en 1.8, du type de produit que je vais également fournir, eh bien, on va être capable de donner justement la cible par rapport à tous ces facteurs influents qui affectent la consommation énergétique de notre site. Voilà. Je viens tout de suite à notre cas d'étude qui est l'air comprimé. Voilà. Pardon. Donc ici, nous avons une centrale d'air comprimé. Centrale d'air comprimé, bien évidemment, composée de différents compresseurs. En l'occurrence, ici, nous sommes sur une centrale d'air comprimé qui va produire sur un réseau de 7 bars. Donc, on en mesure le débit, la pression, on a également le débit de chaque compresseur, la température d'air comprimé, la pression d'air comprimé, la puissance électrique appelée par chaque compresseur. Et puis, en parallèle de cette centrale 7 bars, eh bien, nous avons une centrale 40 bars, dotée chaque compresseur de ses sécheurs pour aller alimenter. Ici, nous sommes sur une usine d'embouteillage, donc on a besoin d'air à 30-35 bars pour souffler des bouteilles. Et d'air 7 bars pour le fonctionnement, je dirais, classique des machines. Donc, comment aujourd'hui, si, prenons un exemple, je souhaite ajouter, alors ce n'est pas ce que je souhaite, c'est un nouveau compresseur arrive dans cette centrale d'air comprimé, donc soit on en remplace un, soit on en ajoute un. Eh bien, actuellement, comment on va intégrer justement la donnée dans cette centrale d'air comprimé? Je vais vous montrer ici, donc dans la configuration, architecture. Donc ici, dans mon architecture de récupération de toutes les données de mon usine, vous voyez, je suis connecté à 75 équipements avec lesquels je communique principalement ici en mode bus TCP. Et l'idée, c'est que donc, je vais rajouter un nouveau compresseur. Donc, je vais rajouter ce nouveau compresseur. Et ce nouveau compresseur, eh bien, il est, je dirais, connectable. Donc, je vais aller chercher toutes les informations qui sont disponibles dans ce compresseur. Donc, je vais ajouter un équipement. Donc, nous avons ici une bibliothèque d'équipements, que ce soit de groupe froid, de wattmet nommé DigiWare, autre type de wattmet, des modules d'acquisition de données. Et puis, donc là, ici, nous avons un compresseur qui s'appelle ZR. D'accord. Et ce compresseur ZR, eh bien, j'ai déjà toutes les données qui sont disponibles si je me connecte sur ce compresseur. Donc, vous voyez ici, j'ai 43 données disponibles sur ce compresseur. Donc, je peux aller chercher toutes ces données en donnant un nom à mon compresseur. Donc, je vais l'appeler 12, par exemple, air comprimé numéro 12. Lui donner une adresse IP, pourquoi pas celle-ci. Et puis, je vais aller créer automatiquement ces 43 variables. Ces 43 variables que je vais retrouver donc, dans ma liste de variables. Voilà, ma liste de variables donc, qui aujourd'hui se compose de 1510 variables, dont les 43 nouvelles variables que je viens d'aller récupérer sur mon
compresseur d'air. Voilà, donc maintenant je dispose de ces variables qui sont où? Qui sont dans mon répertoire de variables, je dirais les unes derrière les autres. D'accord? Je peux aller les chercher, donc il me semble que je l'ai appelé AC12. Donc si j'appelle AC12, je dois retrouver mes nouvelles variables. AC12, comment j'écris? Alors, je vais dire que je ne les retrouve pas, mais elles devraient être là. Alors, poursuivons le raisonnement. Je suis allé chercher mes données. Mes données sont dans une base de données. Elles apparaissent sous forme d'un nom. Elles sont classées par air comprimé, par exemple. Et je veux, comme expliqué tout à l'heure, ajouter ce nouveau compresseur sur mon synoptique. D'accord? Ce nouveau compresseur, alors je l'ai déjà ici ajouté et je vais pouvoir aller chercher ces nouvelles données. Excusez-moi. Voilà, je peux aller chercher ces nouvelles données. Donc, je vais chercher ces nouvelles données et puis je vais positionner sur mon synoptique à côté de mon nouveau compresseur, si c'est la pression, si c'est sa température d'air, si c'est sa température d'huile, toute information nécessaire. Et une fois que j'ai positionné en fait ces données, eh bien ces données, je dirais, sont un peu dans la nature, elles ne sont pas contextualisées, elles ne sont pas spécialement attribuées à ce compresseur ou à ma centrale d'air comprimé. Et je sais qu'elles sont dans un listing, dans mon déroulé de variables, mais c'est tout. Donc maintenant, comment Damitis gère cette donnée, et notamment au travers des schémas blocs. Alors, il faudrait que j'enlève ce Slack. Voilà. Au travers des schémas blocs. Donc les schémas blocs, comme a pu l'expliquer Geoffrey, c'est un peu le concept qu'on utilise à travers donc, la théorie des Legos, où un bloc va représenter un périmètre. Et le premier bloc d'une usine, eh bien, je dirais le périmètre, c'est l'usine en elle-même. L'usine va consommer l'électricité, va consommer du gaz, va consommer de l'eau. Cette usine va avoir des produits, des matières premières, va les transformer, consommer cette énergie pour transformer les produits et en sortir des produits finis, mais également des effluents. Alors, continuons sur notre exemple d'air comprimé. Donc voilà, je suis rentré dans mon usine et effectivement, mon premier bloc, c'est l'usine et ce premier bloc va se décomposer en sous-blocs. Voilà, donc dans mon usine, je vais avoir effectivement une centrale d'air comprimé 7 bars qui va alimenter les différents process de mon usine qui sont également schématisés par des blocs. Mon 7 bars, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui alimente mes compresseurs, mes surpresseurs pour produire du 40 bars qui vont également alimenter mes différents process. J'ai un bloc que je vais nommer chaufferie-vapeur parce que j'ai besoin de vapeur pour mes process. J'ai besoin également d'eau glacée, donc j'ai un bloc d'eau glacée qui va alimenter également mes process. Et donc, chaque bloc va être lui-même alimenté par une énergie. Ici, pour produire de l'eau glacée, j'ai besoin d'électricité. Donc, je vais aller me connecter à mon bloc électricité. Et également, pour produire de l'air comprimé, j'ai besoin de quoi? D'air comprimé. Pardon, excusez-moi, j'ai besoin d'électricité pour comprimer de l'air. Donc, l'input, l'entrée, je dirais, de mon bloc air comprimé, c'est bien de l'air ambiant. Et la sortie de mon bloc air comprimé, c'est de l'air comprimé, donc caractérisé par un débit, caractérisé par une pression, une température que l'on peut voir ici. Là. Donc, c'est-à-dire que toutes ces données que j'ai pu récupérer, soit en installant des capteurs de pression, soit en installant des capteurs des débitmètres, ou bien aller récupérer des informations directement sur mon compresseur, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure, eh bien, toutes ces données, je vais les appliquer à ce bloc air comprimé. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces données que je vais mettre dans mon bloc air comprimé vont être contextualisées
et correspondent à la production d'air comprimé 7 bar, et non seulement l'air comprimé 7 bar, puisque notamment ma donnée de consommation électrique de ma centrale d'air comprimé est également liée à mon bloc électricité. C'est-à-dire qu'en faisant un lien entre mon bloc électricité et mon bloc air comprimé, eh bien, ma data est automatiquement contextualisée dans l'air comprimé et contextualisée dans la consommation électrique. C'est-à-dire que si tous mes process, tous mes blocs, je dirais ici, tous mes blocs sont alimentés en électricité, eh bien, je relie tous mes blocs à mon bloc électricité et je vais être capable, sur mon bloc électricité, de faire, je dirais, la somme, par exemple, de la consommation électrique globale de l'ensemble de mes blocs. Alors, allons voir un peu plus en détail notre centrale air comprimé. Voilà, donc ma centrale air comprimé, mon bloc air comprimé est également composé de sous-blocs, donc qui vont être eh bien, les compresseurs. D'accord. Ces sous-blocs qui vont être caractérisés également par le ballon. J'aurais pu également y ajouter un sécheur d'air comprimé et mon bloc air comprimé. Donc de la même manière, je vais y positionner mes données nécessaires. Notamment, je mesure un débit d'air comprimé. Donc, j'associe ce débit d'air comprimé, je l'associe à ce bloc, et donc, cette donnée est caractérisée pour l'air comprimé. De la même manière, pour la consommation électrique, donc je vais avoir une consommation 1 wattmètre par compresseur, donc une donnée par compresseur de puissance électrique. Je vais avoir également sur mon installation donc 1 débitmètre par compresseur. Et donc, maintenant, ce débitmètre, cette donnée de débit, eh bien, elle est bien associée et caractérise mon compresseur numéro 3. Voilà, une fois qu'on a donc associé, contextualisé ces données, eh bien, je dirais, on va pouvoir automatiser la suite de l'analyse. Et justement, c'est là où on va donner toute la valeur à la data, à la donnée. Donc, excusez-moi. Donc, par exemple, j'ai ici 3 compresseurs, j'ai 1 débitmètre par compresseur. Eh bien, automatiquement, la somme globale, je dirais le débit global de ma centrale d'air comprimé, ben, c'est la somme de mes 3 compresseurs. Et donc, je ne vais pas avoir besoin de créer un calcul en faisant le débit du compresseur numéro 1 plus le numéro 2 plus le numéro 3. En ayant créé ce bloc et contextualisé la data, automatiquement, le logiciel va lui calculer la somme du débit d'air comprimé de ma centrale d'air comprimé, va également faire la même chose sur la consommation électrique de chaque compresseur. Donc, on va faire la somme de la consommation électrique du compresseur et automatiquement va en calculer ce qu'on appelle le rendement de la centrale d'air comprimé, donc la consommation spécifique. Et on va également créer automatiquement des rapports, c'est-à-dire ce que je viens de vous évoquer. On clique sur rapport, voilà, et on va proposer un rapport standard qui automatiquement va nous calculer la consommation électrique totale, la production comprimée totale et la consommation spécifique totale, avec les courbes qui sont nécessaires pour faire un suivi de la performance énergétique d'une installation d'air comprimé. Et également, alors je vais retourner dans ma centrale d'air comprimé. Également, une fois ce bloc caractérisé, eh bien, je vais pouvoir créer automatiquement des courbes de suivi de la performance de mon installation d'air comprimé. C'est-à-dire que quand on fait l'analyse d'une installation d'air comprimé, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher à chaque fois la courbe de débit, la courbe de puissance des compresseurs, la courbe de pression ou la courbe de la consommation spécifique. Automatiquement, je vais avoir des courbes caractéristiques d'une centrale d'air comprimé qui vont être créées. Donc, différents types de courbes, des courbes, je dirais,
en temporel, d'accord, des courbes qu'on appelle en XY, hein, c'est-à-dire qu'ici, c'est l'évolution de la consommation électrique de ma centrale d'air comprimé par rapport à sa production d'air comprimé, donc en Nm Q/A. D'accord. Je peux avoir également, enfin, je vais avoir, c'est pas je peux, c'est automatiquement, on va créer ce qu'on appelle donc une régression linéaire multiparamètres qui va automatiquement, en fait, nous donner l'équation du fonctionnement de notre installation d'air comprimé, c'est-à-dire que ma puissance électrique, eh bien, je vais être capable d'en sortir une équation. Ma puissance électrique de ma centrale d'air comprimé est égale à un facteur X multiplié par le débit d'air comprimé, multiplié par un facteur X2 fois la pression d'air comprimé, multiplié par un facteur X3 qui peut dépendre également de différentes conditions climatiques et autres facteurs influents sur ma centrale d'air comprimé. Donc, une fois que j'ai créé tout ça, eh bien, c'est pas, alors, c'est là où je me trompe, c'est pas une fois que j'ai créé tout ça, c'est une fois que tout est automatisé et que le logiciel a pu créer tout ça, eh bien, notamment avec cette courbe de régression, on est capable justement de détecter les dérives de fonctionnement. Et automatiquement, le logiciel donc va suivre, je dirais, la consommation électrique réelle de notre installation d'air comprimé, va la comparer à la consommation théorique qui a été déduite de cette régression. Et quand il va détecter donc une dérive ou un dysfonctionnement de l'installation, puisque le comparatif entre, je dirais, la théorie et la réalité mesurée, eh bien, le logiciel automatiquement va pouvoir créer des alarmes. Encore une fois, cela est automatique et le logiciel va nous alerter, attention, il y a un dysfonctionnement. Voilà. Alors ici, on a créé différentes alarmes, donc alarme pression chaufferie, voilà, notre alarme qui nous intéresse, dérive air comprimé. C'est-à-dire que je vais être alerté, je n'ai pas besoin de venir faire une analyse sur le logiciel et reprendre mes données une à une pour les afficher, pour faire des zooms, tout ça. C'est que automatiquement, le logiciel va alerter qu'il y a une dérive d'air comprimé. Donc, plus vite on est alerté et plus vite on peut agir. Et également, en parallèle, une fois qu'on a été alerté, le logiciel crée également ce qu'on appelle un projet. Un projet donc, qui va, voilà, sur ma centrale d'air comprimé, il y a une anomalie qui a été détectée. Alors, le logiciel, je dirais, il est certainement intelligent, mais quelque part, on a besoin de l'humain pour savoir si la problématique, c'est un problème de soupape sur un compresseur, c'est un problème de fuite d'air comprimé, si c'est un problème. Mais le logiciel va déjà pouvoir donner ces directions, ces hypothétiques anomalies détectées. D'accord ? Va pouvoir, je dirais, aiguiller le technicien qui va aller se diriger plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et en parallèle, eh bien, le logiciel, sachant qu'il y a une dérive, est capable de calculer la différence de consommation d'électricité qu'il y a actuellement par rapport à ce qui devrait être. Donc, est capable de calculer, je dirais, l'énergie surconsommée et de pouvoir en faire la somme et d'évaluer que l'économie générée, enfin l'économie, je dirais, ou la surconsommation de ce dysfonctionnement anomalie, eh bien, représente 19 000 € de surconsommation. Alors, euros par an, hein, ce n'est pas par jour, bien évidemment. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons proposer. Encore une fois, l'automatisation, la contextualisation des data pour en sortir et maximiser leur valeur. Je vous remercie et je te repasse la main, Geoffrey. Merci Sébastien. Je vais justement essayer d'aller assez vite sur la fin, vu qu'on a perdu un peu de temps. Est-ce que vous voyez bien s'afficher et vous m'entendez bien? Oui, c'est tout bon. Ok, merci. Alors, voilà, il nous reste vraiment, on va aller très vite pour vous présenter notre entreprise et ce qui nous caractérise. Pour la vision, vous l'aurez deviné, c'est le concept qu'on a vu aujourd'hui. Vous équipez de l'outil idéal pour adresser la transition environnementale ou une démarche
décarbonation. Et le but aussi d'Amétis, c'est pas de faire simplement des constats, c'est aussi d'agir sur les leviers qu'on va détecter pour derrière faire un projet, le mettre en œuvre, le concrétiser et aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc pour les métiers qu'on a, à nouveau, vous l'avez vu, globalement, le logiciel, c'est de vous doter de cette plateforme qu'a présenté Sébastien, un logiciel collaboratif, où sont retranscrits ces expériences métiers qu'on a, que ce soit sur la partie management des énergies, mais aussi la réduction des pertes matières, qui est une autre expertise qu'on dispose, et l'optimisation des nets. Pour la partie plutôt stratégie de notre activité, là, c'est plutôt vous accompagner sur la définition de vos objectifs. Comment les atteindre, par exemple. Et dans le cadre d'une démarche variée, ça peut être une démarche de performance industrielle, de décarbonation, de digitalisation. Donc vraiment, c'est faire tout ça main dans la main pour, in fine, concrétiser vos projets. Donc l'energy management, qui va lui être plutôt complémentaire au logiciel, c'est mettre cette fois à disposition de nos ingénieurs énergéticiens dans, on va dire, de l'assistance au management de vos sites. Donc pour une raison, soit vous n'avez pas suffisamment de temps ou de ressources pour le faire. Et enfin, les travaux qui sont liés à tout cet ensemble, à cette chaîne de valeur. Donc concrétiser les projets de la conception au suivi de la performance, où là on peut se doter d'un CPE, par exemple, au travers aussi du logiciel. On va mobiliser un peu d'autres partenaires, forcément les travaux nécessitent d'autres expertises, sur les étapes de tout le projet. Donc enfin, pour reparler généralement d'Amétis, on est constitué de 25 personnes, dont une quinzaine de partenaires. Le pilier de l'expertise métier reste finalement nos énergéticiens, mais on est vraiment une équipe consolidée sur d'autres compétences clés, comme par exemple des experts en instrumentation, communication et automatisme, si on refait le parallèle avec la partie plan de mesurage. Des développeurs software, forcément, pour concevoir main dans la main avec les énergéticiens le logiciel. Des experts en financement et C2E. Et la partie travaux, donc on s'épaule de chefs de projet, de conducteurs de travaux. Donc le but, au travers de cette équipe, c'est de couvrir les maillons fondamentaux de cette démarche de performance industrielle pour tout type de secteur d'activité. On a pu générer l'an dernier 10 millions de chiffre d'affaires, ce qui représentait globalement 25 industriels supervisés qui, in fine, ont généré des projets, donc de l'ordre de 50 millions d'euros de projets. Pour revenir sur cette expertise qu'on met beaucoup en avant, on l'a légitimité récemment, fin 2021, en remportant l'hackathon de Renault qui se nommait CO2 Industrie. Il y a même quelques membres de l'hackathon qui sont sûrement à ce webinaire. En fait, le but, c'est aussi de créer des partenariats exclusifs avec d'autres experts métiers. On parlait de perte matière, en fait, on est justement en partenariat avec l'un des plus grands acteurs du secteur agroalimentaire sur cette thématique. Pour l'optimisation des nets, on est avec Elodis. Donc voilà, c'est vraiment des expertises qui nous sont fortes et qui nous caractérisent sur d'autres verticaux. Pour terminer, globalement, on parlait d'usines, de groupes. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit présent à l'international pour assurer le même niveau de qualité d'accompagnement pour ces sites qui ne sont pas forcément sur notre territoire. Donc voilà, on n'a vraiment plus le temps. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse ça en visu, c'est finalement retranscrire cet accompagnement qu'on a vu un peu tout à l'heure dans une autre approche pour tout industriel qui va être désireux de se lancer dans une démarche d'accroissement de sa performance au travers de ce concept. Je reviendrai dessus si vous avez des questions. Donc merci à tous pour l'attention et encore navré un peu d'avoir dépassé le temps. On va passer aux questions-réponses, si certains d'entre vous souhaitent se manifester pour débattre. Oui, effectivement, on peut prendre 5-10 minutes si vous avez des questions pour y répondre. Le micro va écouter. Non, pas de questions. N'hésitez pas à prendre la parole. On n'est pas très nombreux, donc c'est possible. Et les micros sont coupés, non, chez les gens? Oui, mais si
peuvent le désactiver d'eux-mêmes en fait. D'accord. Faut juste, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas de désactiver de réactiver le micro. Bon, Geoffrey, Sébastien, je pense qu'il n'y a pas de questions. J'imagine que on va Il y a deux s'arrêter là. solutions, soit c'était très clair, Voilà, non mais c'est une très bonne nouvelle. ou soit on a perdu notre auditoire. Bon, dans tous les cas, le replay sera disponible, donc on vous l'enverra à suivre. Et puis, merci à tous d'avoir été présents. Merci à Sébastien et à Geoffrey pour leur intervention très claire. Et merci au réseau Horace de nous avoir proposé cette. Il y a une question qui est posée. Alors, il y a une question dans le chat. Quel est le positionnement éditeur ou prestataire? C'est un peu les deux finalement, c'est qu'on conçoit le logiciel et derrière on s'appuie de partenaires pour selon l'étape en fait. Mais la grande majorité finalement de phases, c'est des phases métiers qu'on a en interne. Donc la partie qu'on a vue au tout début, la cartographie avec les experts métiers en instrumentation, etc. Donc on la détient. La partie forcément déploiement logiciel avec tout le paramétrage, l'accompagnement au métier du management, c'est aussi d'Amétis. L'intelligence artificielle, elle est traduite par notre logiciel et cette fois-ci, c'est des développeurs qui sont aussi chez nous. Donc, ce qui va changer un peu la donne, c'est plutôt dans les phases aval où on va concrétiser les travaux, où là, on va devoir s'accompagner de partenaires ou parfois simplement, finalement, de vos propres prestataires si vous avez, vous, une affection particulière pour certains de vos partenaires. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Merci Geoffrey. Oui, c'est tout bon. Oui, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, plus personne ne se manifeste. Donc, c'était clair. On peut conclure. Écoutez, merci à tous pour votre attention du début à la fin, pour ceux qui sont restés. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et merci à Marion et Horace pour l'événement et l'organisation. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. À tous.